C'est pour lui arracher son collier qu'il a empoigné le gamin des rues par son col fin et détrempé. Mais quand le garçon l'a dévisagé sans verser une seule larme, le millionnaire a compris qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Arthur Moreau était à l'arrêt dans les embouteillages, le cuir froid du siège de sa berline allemande contre son dos, quand il a aperçu à travers le pare-brise balayé par la pluie la petite silhouette recroquevillée sous l'auvent d'une boutique fermée. Il était presque 19 heures, un mardi soir maussade, et il aurait dû être dans son penthouse, loin de ce chaos urbain qu'il méprisait tant. La pluie martelait le toit de la voiture, un son monotone qui d'habitude l'apaisait, mais qui aujourd'hui ne faisait qu'amplifier son impatience. C'est alors que quelque chose a brillé dans la pénombre, un reflet argenté. Arthur a plissé les yeux, se penchant en avant. Ce n'était pas possible. Il sentit l'air lui manquer. Là, au cou sale de ce gamin, se trouvait le collier. Le croissant de lune en argent avec la petite étoile suspendue en son centre. Un dessin qu'il avait lui-même esquissé. Un cadeau pour un 5e anniversaire. Le tout dernier cadeau. Le klaxon d'une voiture derrière lui a retenti, strident et furieux, mais Arthur ne l'a pas entendu. Le monde au-delà de ce verre blindé s'était évaporé. Seul existait le souvenir de ce même fermoir se refermant sur le cou de Clara, le son de son rire, l'odeur de ses cheveux, le parc, l'appel professionnel qu'il ne pouvait ignorer. Le silence qui avait suivi, 5 années d'un silence assourdissant. Et maintenant, ce rat d'égout portait l'âme de sa fille comme un trophée. Sans réfléchir, il a passé la boîte de vitesse en mode parking et a poussé la portière avec une telle force qu'elle a heurté la voiture voisine. La pluie a trempé son costume à plusieurs milliers d'euros en quelques secondes, mais il ne l'a pas senti. Il a traversé la rue, sa silhouette découpée par les phares des voitures. Léo s'est tassé davantage, lorsque la figure imposante s'est arrêtée devant lui, bloquant le peu de lumière qui restait. Arthur n'a pas dit un mot, son visage était un masque de fureur et de douleur. Il a agrippé le devant de la veste élimée du garçon, le soulevant du sol avec une facilité effrayante. Les pieds de Léo se sont balancés dans le vide un instant. L'autre main d'Arthur s'est dirigée droit vers le collier. Le fermoir a résisté. Avec un grognement de frustration, il a tiré. La chaîne en argent s'est rompue. Il a repoussé violemment le garçon. Léo est tombé lourdement sur le trottoir mouillé, l'impact sec résonnant dans la rue déserte. Arthur se tenait au-dessus de lui, haletant, le collier brisé écrasé dans son poing. Le métal était froid et coupant. Un fragment de son passé, enfin, entre ses mains. Mais lorsqu'il a baissé les yeux, s'attendant à voir des larmes, de la peur ou une supplique, il n'a rien trouvé de tout cela. Le garçon le fixait simplement, ses grands yeux graves emplis d'une expression qui n'était pas de la peur, mais une accusation silencieuse qui a transpercé la colère d'Arthur comme un éclat de verre. Ce regard, ce n'était pas celui d'un délinquant pris en faute. C'était le regard d'une victime. Et pendant un instant qui s'est étiré en une éternité, le temps s'est replié sur lui-même. La pluie glaciale de la rue s'est muée en un chaud soleil de samedi après-midi, 5 ans plus tôt. L'odeur de l'asphalte mouillé a cédé la place au parfum de l'herbe fraîchement coupée. Arthur n'était plus debout, trempé et furieux, mais assis sur un banc de parc, sa veste pliée à côté de lui, les manches de sa chemise retroussées. À quelques mètres de là, Clara, avec ses cheveux blonds noués en 2 tresses maladroites, courait en cercle, riant, essayant d'attraper les pigeons qui picoraient le sol. Elle portait une robe jaune qui, selon Hélène, son épouse d'alors, la faisait ressembler à un petit tournesol. Le son de son rire était la seule chose qui comptait au monde, ou aurait dû l'être. Le téléphone a vibré dans la poche de son pantalon. Arthur l'a ignoré. Il a vibré à nouveau. Et encore. Il a regardé l'écran. C'était le Japon. Une négociation qui traînait depuis des semaines. Il a soupiré. Un son d'irritation pure. Hélène avait insisté. « Emmène-la au parc, Arthur. Juste un après-midi. Éteins ce téléphone pendant 2 heures. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Mais le monde des affaires, lui, ne s'arrêtait jamais. » Il a répondu. « Oui ?» dit-il, sa voix déjà changée, plus dure, plus concentrée. De l'autre côté, la voix de son associé,
anxieuse. Il se rétracte. Il menace de signer avec les Coréens. Arthur s'est levé, tournant le dos à Clara, comme si le simple fait de ne plus la voir pouvait justifier son attention partagée. Il s'est mis à arpenter le sol, gesticulant dans le vide, la voix basse et incisive. Augmente l'offre de 5%, pas un centime de plus. Dis-leur que c'est à prendre ou à laisser. Et s'ils hésitent, mentionne le problème de production que leur concurrent a eu au dernier trimestre. Subtilement, il entendait le rire de Clara en arrière-plan, un écho lointain. Un instant, il a pensé à se retourner, à dire à son associé qu'il rappellerait plus tard. Mais l'adrénaline des affaires, la chasse, le pouvoir de plier d'autres hommes à sa volonté, c'était une drogue. La conversation a duré 7 minutes de plus. 7 minutes pendant lesquelles il a bâti un empire et démoli une vie. « C'est fait », a dit l'associé exultant. Ils ont tout accepté. Arthur a souri. Un sourire de pure satisfaction. Il a raccroché, se sentant plus léger de 10 kilos, le maître de son univers. Il s'est retourné, prêt à prendre son petit tournesol dans ses bras, à lui dire que papa avait maintenant tout son temps. Mais le parc était différent. Les pigeons étaient toujours là. La balançoire vide grinçait au gré du vent, mais la robe jaune avait disparu. « Clara » a-t-il appelé, la voix encore assurée. Silence. Clara, plus fort cette fois, avec une pointe d'agacement. Il s'est mis à marcher, puis à trotter, puis à courir, le cœur battant contre ses côtes. Il a cherché derrière les arbres, près du petit étang, dans l'air de jeu. Rien. Le soleil semblait plus faible, l'air plus froid. La panique était une griffe glacée qui lui remontait dans la gorge. Il a hurlé son nom jusqu'à en avoir la voix rauque. Le silence qui lui a répondu fut la chose la plus assourdissante qu'il ait jamais entendue. Le bruit de la pluie l'a ramené à la réalité. Le son d'un pneu traversant une flaque d'eau. Il était dans la rue, le collier brisé à la main, le métal s'enfonçant dans sa paume. Le garçon, Léo, était toujours au sol, l'eau de pluie ruisselant sur son visage maigre, se mêlant à la crasse. Il ne bougeait pas. Arthur a ouvert la bouche, une colère vieille de 5 ans bouillonnant, prête à exploser en accusation. « Où as-tu eu ça? Qui te l'a donné? Parle !» Les mots étaient sur le bout de sa langue, mais avant qu'il ne puisse les cracher, le garçon a parlé le premier. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle a tranché le bruit de la ville comme un couteau. « C'est elle qui me l'a donné. » Arthur s'est figé. Le monde a cessé de tourner. Les mots n'avaient aucun sens. C'était un code dans une langue qu'il ne comprenait pas. Elle. Quelle elle? La certitude d'acier qu'il avait soutenue pendant 5 ans, la certitude qu'elle avait été enlevée, qu'elle était perdue à jamais, que le collier était une relique volée sur une tombe invisible, a commencé à se fissurer. Il a regardé le visage du garçon, cherchant la ruse, le mensonge. Mais il n'a trouvé qu'une honnêteté brutale. Comme s'il sentait la confusion d'Arthur, le garçon a ajouté, sa voix gagnant une once de force, de devoir. Elle a dit que je devais en prendre soin. En prendre soin. La phrase a résonné dans l'esprit d'Arthur, se superposant au son de la pluie et au bourdonnement lointain de la ville. La certitude qui l'avait guidé à travers 5 années de ténèbres n'était pas seulement fissurée, elle était en ruine. La colère, le carburant qui l'avait maintenue debout, s'est évaporé, laissant derrière elle un vide glacial et une question terrifiante. Et si c'était vrai? Il a regardé le garçon, Léo, qui le fixait en retour, avec une gravité qui n'appartenait pas à un enfant. À cet instant, sur le trottoir détrempé, sous la lumière jaunâtre d'un lampadaire défectueux, Arthur a pris la première décision en 5 ans qui n'était pas fondée sur la fureur ou la culpabilité. Elle était fondée sur une étincelle d'espoir aussi fine qu'un fil d'araignée. Il a tendu la main, non pour agresser, mais pour aider. « Lève-toi », dit-il, la voix rauque. Léo a hésité, ses yeux méfiants étudiant le visage de l'homme. Arthur a maintenu sa main tendue. Lentement, le garçon l'a accepté. Sa main était petite, froide et osseuse. Le contact a provoqué un choc à travers Arthur. C'était réel. Tout cela était réel. Sans un autre mot, il l'a guidé jusqu'à la voiture, a ouvert la portière passager et l'a fait monter.
Le garçon s'est enfoncé dans le siège en cuir crème, laissant une traînée de saleté et d'eau. Arthur s'en moquait. Il est monté côté conducteur, le costume trempé collant à sa peau, et a démarré. Pas vers chez lui, vers le seul endroit où il se sentait en contrôle. 20 minutes plus tard, ils entraient dans l'ascenseur privé qui menait au dernier étage de son empire commercial. Les portes en acier brossé se sont ouvertes sur un bureau vaste et minimaliste, avec des parois de verre qui montraient la ville pluvieuse en contrebas, un tapis de lumière scintillante. Léo s'est arrêté à l'entrée, les yeux écarquillés, non pas d'admiration, mais avec une sorte de désorientation, comme un animal sauvage emmené dans une cage de verre. « Asseyez-vous », a ordonné Arthur, désignant l'une des chaises de designer italien en face de son bureau en acajou. Léo a obéi, s'asseyant sur le bord, les pieds touchant à peine le sol. Arthur a contourné le bureau, le collier brisé toujours à la main. Il l'a posé sur la surface polie. L'éclat de la lune et de l'étoile semblait déplacé dans cet environnement stérile. « La jeune fille, » dit Arthur, la voix soigneusement neutre. « Parlez-moi d'elle. » Léo déglutit. « Elle est triste. »« Triste comment ?» a insisté Arthur en se penchant en avant. « Ses yeux, on dirait qu'il cherche toujours quelque chose, ou quelqu'un, et elle est maigre, très maigre. Ses cheveux sont de la couleur du maïs séché. » La description a frappé Arthur comme une vague. Des cheveux blonds, des yeux qui cherchaient. Il se souvint d'Hélène disant, des semaines après la disparition, qu'elle sentait le regard de Clara sur elle, même au milieu de la nuit. Il avait rejeté cela comme de l'hystérie. Maintenant, les mots d'un gamin des rues donnaient corps à ce fantôme. « Où la voyez-vous » ? « Près du viaduc de la Ceinture. Il y a un vieil immeuble avec les fenêtres cassées. Parfois, elle me donnait à manger. Un morceau de pain, une pomme. Elle ne parlait pas beaucoup. Chaque mot était un clou enfoncé dans le linceul de ses certitudes. Clara, vivante, vivant dans un immeuble abandonné, donnant à manger à un gamin des rues. L'image était si absurde, si douloureuse, qu'il l'a presque rejetée. Il était plus facile de croire au vol, à la violence, à la mort. La mort était une fin. Ça, c'était un cauchemar sans fin. Il lui fallait plus, quelque chose qui ne pouvait être une coïncidence. Quoi d'autre? Réfléchissez, gamin. Qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Léo a froncé les sourcils, l'effort visible sur son petit visage. Il fixait un point vide sur la paroi de verre, sa mémoire travaillant. Elle chantait. Le cœur d'Arthur s'est arrêté. Il sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle chantait quoi? Je ne connais pas le nom. C'était bas, juste pour elle. Quand elle pensait que personne ne regardait, la voix de Léo était hésitante, comme s'il avait peur de se tromper de mélodie. Il a commencé à fredonner, un son faible, presque inaudible. 2 notes. 3. Une petite phrase musicale, simple et brisée, mais reconnaissable entre toutes. C'était la berceuse, la mélodie qu'il avait créée une nuit de fièvre, quand Clara n'arrêtait pas de pleurer. Il ne l'avait jamais apprise à Hélène. C'était leur secret, leur code. Le son de cette mélodie dans ce bureau luxueux, venant des lèvres d'un garçon qu'il avait agressé dans la rue, a brisé la dernière barrière en lui. L'espoir, autrefois un fil fragile, était maintenant une corde épaisse et rugueuse qui lui serrait la poitrine. Il se leva, les jambes tremblantes, et marcha jusqu'à la paroi de verre. La ville en bas n'était plus un tapis de lumière. C'était un labyrinthe, et quelque part, dans ce labyrinthe, se trouvait sa fille. Il se retourna et regarda Léo. Le garçon n'était plus un rat d'égout, pas un indice, il était la clé, le seul guide dans ce territoire inconnu. Le pouvoir avait changé de main. Le millionnaire, le roi de son univers de verre et d'acier, était impuissant. Et le gamin des rues, qui n'avait rien, possédait maintenant tout ce qui comptait, la vérité. La vérité. Le mot flotta dans l'air stérile du bureau, lourd et dangereux. Arthur regarda le garçon, Léo, puis la ville, au dehors, le labyrinthe. Pour la première fois depuis des années, il avait une carte, aussi fragile soit-elle, et la carte avait un nom, Léo. Il prit son manteau, le tissu encore humide, et le jeta sur ses épaules. « On y va, dit-il, la voix ferme, animée par une nouvelle urgence.
Amenez-moi là-bas, maintenant. Le voyage de retour dans les entrailles de la ville fut une étude de contraste. Ils quittèrent le cœur financier avec ses gratte-ciel de verre et ses rues propres pour plonger dans un monde de béton écaillé, de graffiti et d'ombre. La berline de luxe, autrefois une forteresse pour Arthur, semblait maintenant une cible, un aquarium coûteux glissant à travers un territoire hostile. Il pouvait sentir les regards des gens sur les trottoirs, des regards qui n'étaient pas d'admiration, mais de ressentiment. Léo guidait en silence, pointant simplement du doigt. « Tournez ici. Continuez tout droit. C'est après ce pont. » Arthur obéissait sans poser de questions. Chaque virage les entraînait plus profondément dans l'oubli. Finalement, Léo dit « C'est là ». Arthur arrêta la voiture. Devant eux, coincé entre deux entrepôts en ruine, se trouvait l'immeuble. C'était un squelette de béton de 5 étages, les fenêtres comme des orbites vides et sombres. Une unique porte en métal couverte de rouille servait d'entrée. L'endroit ne semblait pas abandonné. Il semblait mort. Une odeur de moisie et d'ordures humides flottait dans l'air, même à l'intérieur de la voiture. « Elle reste là ?» demanda Arthur, l'incrédulité perçant dans sa voix. Léo se contenta d'hocher la tête. Arthur prit une profonde inspiration, sa mentalité de dirigeant prenant le dessus. « Bien, restez dans la voiture, verrouillez les portes. »« Non, » dit Léo, la voix étonnamment ferme. « Il ne parle pas aux gens comme vous. Je dois venir. » « Les gens comme vous. » La phrase le frappa. Ici, il n'était pas Arthur Moreau, le titan de l'industrie. Il était juste un riche étranger, un envahisseur. Il ravala sa fierté. « Très bien. Mais restez derrière moi. » Ils sortirent de la voiture et le monde sembla changer. Les sons étaient plus forts, les odeurs plus prenantes. La porte en métal était entr'ouverte. Arthur la poussa. Le grincement fut aigu et long. L'intérieur était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Un couloir sombre s'étendait devant eux, le sol couvert d'une couche de détritus. La seule lumière venait d'une ampoule nue suspendue au plafond, se balançant légèrement et projetant des ombres dansantes. Plusieurs silhouettes étaient dispersées dans le hall. Des hommes et des femmes aux visages fatigués et aux vêtements usés. Ils cessèrent ce qu'ils faisaient et regardèrent les nouveaux venus. Le silence était lourd, hostile. Arthur sentit des dizaines d'yeux sur lui, évaluant son costume coûteux, ses chaussures cirées. Il était un intrus. Il s'éclaircit la gorge, la confiance forcée. « Je cherche quelqu'un, une fille, jeune, blonde, peut-être 10 ans. » Personne ne répondit. Il le fixait simplement, les visages impassibles. La stratégie d'Arthur, celle qu'il utilisait toujours, était simple. L'argent. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste, en sortit une liasse de billets de 100 et la tendit. « Je paierai bien pour toute information. » C'était la mauvaise approche. Un homme grand et mince, avec une cicatrice qui descendait le long de sa joue, se leva lentement d'une caisse où il était assis. Il s'approcha, les pas lents et délibérés. Il ne regarda pas l'argent. Il regarda Arthur droit dans les yeux. « Vous croyez que vous pouvez entrer chez les gens et acheter ce que vous voulez ?» dit l'homme, la voix basse et pleine de mépris. « Vous croyez que votre argent vous donne ce droit ?»« Je ne veux pas de problème, » dit Arthur, gardant la voix ferme, mais sentant une goutte de sueur couler dans son dos. « Je veux juste retrouver ma fille. » L'homme rit, un son sec et sans joie. « Votre fille ? Qu'est-ce qu'une petite fille comme la vôtre ferait dans un trou pareil ? Peut-être qu'elle vous a fui. » D'autres rirent aussi, le son résonnant dans le hall vide. Ils commencèrent à s'approcher, formant un demi-cercle autour d'Arthur et de Léo. L'espace se rétrécissait. Arthur pouvait sentir l'odeur de cigarettes bon marché et de vin aigre. Il jeta un coup d'œil à Léo, qui était pâle mais se tenait fermement à ses côtés. « On n'a vu aucune fille, » dit l'homme à la cicatrice, s'arrêtant à moins d'1 mètre. « Et même si on l'avait vue, on ne dirait rien à un porc arrogant comme vous. » Il se pencha en avant, le visage à quelques centimètres de celui d'Arthur. « Maintenant, prenez votre argent et votre gamin et fichez le camp, avant de perdre plus que votre fille. » La menace était claire. Arthur regarda autour de lui. Ils étaient trop nombreux. Il était piégé. Sa force, son pouvoir, son nom ne signifiaient rien ici. Il n'était qu'un morceau de viande dans un costume cher.
La colère l'inonda, une fureur impuissante. Il voulait crier, tout casser, les forcer à parler. Mais il savait que ce serait un suicide. Lentement, il baissa la main et rangea l'argent. Le silence était sa défaite. « Allons-y », dit-il à Léo. La voix un murmure rauque. Ils firent demi-tour. Le groupe leur ouvrit un passage étroit, comme un couloir de la honte silencieux. Chaque pas hors de cet immeuble était une humiliation. Quand la porte en métal se referma derrière eux, le son fut aussi définitif qu'une sentence. Ils étaient de retour dans la rue, l'air froid de la nuit leur fouettant le visage. La première porte s'était fermée. La première tentative, basée sur les vieilles règles de son monde, s'était soldée par un échec absolu. Il regarda l'immeuble, maintenant une forteresse silencieuse, puis Léo. L'espoir qui l'avait propulsé hors de son bureau lui semblait maintenant d'une naïveté stupide. Le labyrinthe était plus sombre et plus dangereux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. De retour dans la voiture, le silence était une troisième présence, dense et suffocante. L'odeur de la pluie et de l'échec imprégnait le cuir des sièges. Arthur serrait le volant si fort que les jointures de ses doigts étaient blanches. L'humiliation était un goût amer dans sa bouche. Lui, qui pliait des conseils d'administration et écrasait des concurrents avant le petit déjeuner, avait été chassé d'un repère de miséreux comme un chien. Ce monde-là ne suivait pas ses règles. L'argent n'était pas le passe-partout. La force était inutile. Il regarda sur le côté. Léo était recroquevillé contre la portière, le plus loin possible de lui, comme si l'échec d'Arthur était contagieux. Le garçon regardait par la fenêtre, le visage inexpressif, mais Arthur pouvait sentir la déception émaner de lui. L'espoir qu'il avait vu dans les yeux du gamin s'était éteint. Pour Léo, il n'était qu'un adulte inutile de plus. La colère d'Arthur céda la place à un autre type de détermination, froide et calculatrice. Si les règles de ce monde ne s'appliquaient pas, il utiliserait les siennes. Il prit son portable, le geste automatique et familier. Il fit glisser son doigt sur l'écran, passant sur des noms qui valaient des milliards, jusqu'à trouver celui qu'il cherchait, commissaire Durand. Un homme qui lui devait des faveurs. Beaucoup de faveurs. Arthur avait financé la campagne de réélection du maire qui avait nommé Durand. Il avait fait un don généreux au fonds de pension de la police. Il ne demandait pas, il encaissait une dette. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois. Durand, la voix de l'autre côté était ensommeillée et irritée. Arthur, il est presque 22 heures. J'espère que c'est important. C'est ma fille, Durand. J'ai une piste. Une vraie piste. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Arthur pouvait imaginer le commissaire s'asseyant dans son lit, son cerveau s'efforçant d'accéder au dossier mental poussiéreux de l'affaire Clara. Une piste? Après 5 ans? Arthur, on est déjà passé par là. Les voyants, les faux informateurs, ce n'est rien de tout ça. Le coupa Arthur, l'impatience aiguisant sa voix. C'est un témoin, un gamin. Il l'a vue. Il sait où elle pourrait être. Dans un immeuble abandonné près du viaduc central. Un immeuble abandonné, répéta Durand, le scepticisme clair dans sa voix. Avec tout le respect que je vous dois, Arthur, la parole d'un gamin des rues. Je ne vous demande pas votre opinion, Durand. J'exige une action. Je veux 2 voitures à cette adresse dans 20 minutes. Je veux que vos hommes entrent dans cet immeuble et retournent chaque pierre jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Le silence sur la ligne s'étira. Arthur s'attendait à de la résistance, mais il était prêt à l'écraser. Ce qui suivit, cependant, le prit par surprise. Ce fut un soupir, un long soupir fatigué. « Arthur, écoutez, je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Vraiment. Mais l'affaire Clara a été classée il y a 3 ans. Nous n'avons pas les moyens de rouvrir une enquête complète basée sur un peut-être. La ville est un chaos. Nous avons des homicides, des braquages de banques, des choses réelles qui se passent maintenant. »« Des choses réelles ?» répéta Arthur, la voix basse et dangereuse. « Ma fille disparue, ce n'est pas réel ?»« Vous savez ce que je veux dire. C'est une affaire classée. Et envahir un immeuble rempli de squatteurs, sans mandat, sur la base du témoignage d'un enfant des rues, c'est un cauchemar en termes de relations publiques et un enfer juridique. Mes hommes seraient crucifiés. Je serai crucifié. » Arthur sentit le sang lui monter au visage. « Je me fiche de votre carrière, Durand. C'est moi qui vous ai mis à ce poste.
Je peux vous en faire sauter d'un coup de fil. La menace plana dans l'air. C'était son atout ultime, la carte qu'il gardait toujours dans sa manche. La réponse de Durand ne fut pas de la peur, ce fut une lassitude profonde, presque de la pitié. Non, Arthur, vous ne pouvez pas. Le monde a changé. Vous n'êtes plus le roi intouchable que vous étiez il y a 5 ans. Votre entreprise est sous le coup d'une enquête. Vos associés quittent le navire. La presse vous déteste. Si vous essayez de me faire tomber, vous ne ferez que traîner votre propre nom encore plus dans la boue. Et le nom de votre fille avec. Chaque mot était un coup précis et brutal. Durand ne refusait pas seulement, il exposait la vérité nue et crue de sa situation. Le pouvoir d'Arthur était une illusion, une façade qu'il maintenait avec effort, mais qui, de l'intérieur, s'effondrait déjà. Il était un roi dans un château de cartes, et le vent commençait à souffler. « Je ne peux pas vous aider, Arthur », conclut Durand, la voix un peu plus douce maintenant. « Même si je le voulais, j'ai les mains liées. Je suis désolé. » La ligne devint muette. Arthur resta là, tenant le téléphone, l'appareil de métal et de verre, soudain lourd comme du plomb. Il regarda l'écran sombre, y voyant son propre reflet déformé, le visage d'un homme vaincu. Il avait joué sa carte la plus haute et avait perdu. Son argent ne valait rien. Son influence était une blague. Il était complètement, totalement, impuissant. La vulnérabilité le frappa avec la force d'un coup de poing dans l'estomac, le laissant sans souffle. Il n'était pas un titan. Il était juste un père qui ne pouvait pas retrouver sa fille. Il reposa lentement le téléphone sur la console. Le silence dans la voiture revint, mais il était différent maintenant. Ce n'était plus un silence d'échec, mais de désolation. Il regarda la forteresse de béton devant lui, puis le garçon à ses côtés. Il était seul, complètement seul, dans cette quête. Et pour la première fois, la peur, une peur véritable et paralysante, commença à s'infiltrer. La peur était un poison lent. Arthur resta assis dans la voiture, le moteur éteint, le silence seulement rompu par sa respiration et la fine pluie qui tombait encore. Le bâtiment abandonné devant lui était une forteresse impénétrable. La police, son as dans la manche, s'était révélé être un bluff. Il était à bout, sans option, un roi déchu dans son propre royaume. Il jeta un œil sur le côté. Léo s'était endormi, la tête appuyée contre la vitre froide, le visage enfin en paix. Le voir ainsi, si petit et vulnérable, alluma quelque chose en Arthur. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver Clara. Il s'agissait de ce garçon. Une promesse silencieuse qu'il avait faite au moment où il avait entendu cette berceuse. Il restait un dernier recours, une porte à laquelle il avait juré de ne plus jamais frapper. Une personne qui avait tout à fait le droit de lui cracher au visage et de l'envoyer au diable. Il mit le contact. Le moteur rugit, trop fort dans la rue silencieuse. Il s'éloigna du quartier oublié, en direction d'une partie de la ville qu'il évitait comme la peste. Le quartier où vivait Hélène. Sa maison était modeste selon ses standards, mais c'était un foyer. Il y avait un jardin devant, un peu sauvage, et les lumières du salon étaient allumées, déversant une lueur chaude dans la nuit froide. C'était un monde qu'il avait abandonné. Il se gara dans la rue, à quelques mètres, et fixa la maison pendant de longues minutes. Que dirait-il? Comment commencer à expliquer l'abîme de 5 ans en quelques phrases? Il réveilla doucement Léo. On est arrivé. Le garçon cligna des yeux, désorienté. « Où ?» demanda-t-il, la voix endormie. « Chez une amie, » mentit Arthur, la mère de Clara. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Ils sortirent de la voiture et marchèrent sur le chemin de pierre jusqu'à la porte d'entrée. Chaque pas était lourd, comme s'il marchait vers son propre jugement. Il sonna. Le son résonna dans la maison, suivi bientôt par des bruits de pas. La porte s'ouvrit. Hélène se tenait sur le seuil, essuyant une tasse avec un torchon. Elle le vit, et son visage se transforma. La surprise initiale fit place à un masque de glace. Ses yeux, les mêmes yeux qu'il avait un jour aimés, le regardaient maintenant avec un mélange de douleur ancienne et de mépris présent. « Arthur, dit-elle, la voix sans inflexion, qu'est-ce que tu veux ?» Son regard descendit alors vers la petite silhouette cachée derrière la jambe d'Arthur. Son expression se figea. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle sortit, s'agenouillant devant Léo.
une inquiétude sincère sur son visage. « Ça va, mon grand, il t'a fait du mal !» Arthur sentit l'accusation comme un coup de poing. « Hélène, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non !» se releva-t-elle, la fureur étincelant dans ses yeux. « Qu'est-ce que je suis censé croire, Arthur? Tu débarques à ma porte au milieu de la nuit, avec l'air d'un fantôme, et un gamin des rues dans ton sillage. C'est quoi ça, ton dernier projet de charité, pour redorer ton image dans les médias? C'est à propos de Clara, dit-il, la voix basse. La mention de son nom la fit taire. La colère vacilla, remplacée par une douleur brute et instantanée. « N'ose pas, murmura-t-elle. N'ose pas utiliser son nom pour quoi que ce soit. J'ai une piste, Hélène. Une vraie, » il lui raconta tout. La rencontre sous la pluie, le collier, l'agression, la berceuse. Il ne cacha ni sa brutalité initiale, ni son impuissance ultérieure. Il exposa son humiliation, sa vulnérabilité, tout. Hélène écouta en silence, les bras croisés sur sa poitrine, le visage une forteresse de méfiance. Quand il eut fini, elle secoua lentement la tête. Un collier, une chanson. Arthur, tu te raccroches à des brindilles, tu es désespéré et tu entraînes ce pauvre enfant dans ta folie. Ce n'est pas de la folie, insista-t-il, en faisant un pas en avant. Je sais que ça paraît impossible, mais tout en toi est impossible, explosa-t-elle, la douleur de plusieurs années refaisant surface. Tu avais promis d'être là à son récital de danse, tu avais promis de l'emmener camper, tu avais promis le jour où elle a disparu que le téléphone resterait éteint. Tes promesses ne valent rien, les mots le frappèrent. Chacun une vérité qu'il ne pouvait nier, il n'avait aucune défense. Il resta là, encaissant le coup. C'est alors que Léo, qui était resté silencieux tout ce temps, s'avança. Il regarda Hélène, non avec peur, mais avec une solennité grave. « La demoiselle, elle m'a donné le collier, » dit-il, la voix claire. « Elle a dit que l'étoile, c'était pour protéger des cauchemars. » Hélène se figea. L'étoile. C'était un détail qu'Arthur n'avait pas mentionné. Un détail dont il ne se souvenait probablement même pas. Quand Clara avait 4 ans, elle avait traversé une phase de terribles cauchemars. Hélène, pour la calmer, lui avait dit que les étoiles étaient des gardiennes contre les monstres de la nuit. Le lendemain, Arthur était arrivé avec le collier. « L'étoile, c'est pour la protection », avait-il dit, répétant les mots d'Hélène sans en connaître le sens. C'était leur secret. Un petit rituel entre mère et fille. Hélène regarda Arthur, puis Léo, le scepticisme sur son visage luttant contre une vague d'espoir impossible. Elle s'accroupit de nouveau devant le garçon. Sa voix était douce maintenant, presque un murmure. « Comment était-elle, chérie, la demoiselle ? Elle avait les cheveux couleur de soleil, » dit Léo. « Et ses yeux, ils ressemblaient aux vôtres. » L'air quitta les poumons d'Hélène. Elle porta la main à sa bouche, un sanglot s'échappant. Les larmes qu'elle avait retenues pendant 5 ans roulèrent enfin sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose de plus complexe. La peur, l'espoir. Elle regarda Arthur, et pour la première fois cette nuit-là, elle ne vit pas le monstre qui l'avait abandonnée, mais le père désespéré de sa fille. Sa forteresse s'effondra. Elle sut, avec une certitude qui lui donnait la chair de poule, que le garçon disait la vérité. Elle se releva, le visage marqué par les larmes, mais les yeux brillants d'une nouvelle résolution. « On ne va pas faire ça à ta manière, Arthur, » dit-elle, la voix ferme. « Sans cris, sans menaces, sans argent, on va le faire à ma manière. » Ce n'était pas une demande, c'était une condition. Arthur la regarda la force qu'il n'avait jamais appréciée, puis Léo, qui les observait avec des yeux sages. Il avait échoué seul. Peut-être, juste peut-être, qu'ensemble, ils avaient une chance. « D'accord, Hélène, » dit-il, l'abandon complet dans sa voix. « À ta manière. » L'alliance était formée, fragile, forgée dans la douleur et la méfiance, mais c'était une alliance. Un homme qui ne connaissait que la force brute, et une femme qui ne faisait confiance qu'à l'empathie, et entre eux, un gamin des rues qui était le seul pont entre leurs 2 mondes. Le lendemain matin, le monde d'Arthur fut mis sens dessus-dessous. Le premier ordre d'Hélène fut une abdication de tout ce qu'il représentait. « Tu n'y vas pas en costume, » dit-elle, le toisant d'un regard froid, alors qu'il prenait un café amer dans sa cuisine. « Et nous n'irons pas dans ta voiture. » Il ouvrit la bouche pour protester.
l'instinct de contrôle hurlant en lui. Mais le regard d'elle le fit taire. La place, il se retrouva à porter un vieux jean qu'Hélène avait trouvé au fond d'un placard, une relique d'une vie passée, d'un homme qu'il reconnaissait à peine, et un simple t-shirt. La berline allemande resta au garage. À sa place, ils prirent un bus, l'odeur de diesel et d'humanité remplissant l'air. Pour Arthur, c'était comme voyager dans un pays étranger sans carte. Il se sentait exposé, dépouillé de son armure de luxe. Le deuxième ordre d'Hélène fut le plan d'attaque. Ils n'iraient pas les mains vides. Ils s'arrêtèrent dans un marché de quartier, un lieu vibrant et chaotique. Hélène se déplaçait avec une aisance qui l'enviait, choisissant des pains frais, des fromages, des fruits. Elle tendit un sac à Léo, qui le serra comme un trésor, l'odeur du pain chaud faisant naître un rare sourire sur son visage. Arthur restait en arrière, un géant maladroit entre les étals. Il essaya d'aider, mais ses mains, habituées à conclure des affaires de millions, ne savaient pas comment choisir une tomate mûre. Il observait Hélène et Léo, la façon dont elle arrangeait ses cheveux, comment il montrait une pomme avec une lueur dans les yeux. Une famille improvisée et brisée, et il en était le spectateur. L'argent dans sa poche, qui aurait pu acheter tout le marché, était inutile. Il ne s'était jamais senti aussi pauvre. Quand ils retournèrent à l'immeuble, la lumière du jour rendait l'endroit encore plus désolant. La même hostilité que la nuit précédente flottait dans l'air. L'homme à la cicatrice, qui semblait être le chef officieux des lieux, était assis sur une caisse près de l'entrée, fumant une cigarette. Ses yeux se plissèrent quand il les vit approcher. Il se leva lentement, un chien de garde protégeant son territoire. Arthur sentit l'adrénaline monter, le vieil instinct de confrontation voulant prendre le dessus. Mais Hélène posa une main sur son bras, un avertissement silencieux. « Laisse-moi faire ». Elle s'approcha, non avec la posture d'une envahisseuse, mais avec une humilité qu'Arthur trouvait impossible. Léo était à ses côtés, tenant le sac de pain. Arthur resta quelques pas en arrière, se forçant à être une ombre. « Bonjour », dit Hélène, la voix calme et sans menace. « Nous ne voulons pas de problème. Juste, nous avons pensé que vous pourriez avoir faim. » Elle tendit l'un des sacs remplis de nourriture. L'homme à la cicatrice regarda le sac, puis son visage, puis Arthur. La méfiance était un mur entre eux. D'autres résidents commencèrent à s'approcher, les yeux fixés sur la nourriture. Une femme avec un bébé dans les bras, un homme plus âgé dont la main tremblait. La faim était un langage universel. Le chef sentit son contrôle vaciller. Il ne pouvait pas paraître faible. « On n'a pas besoin de votre charité, madame », dit-il, la voix dure, mais sans le venin de la veille. « Ce n'est pas de la charité », répondit Hélène doucement. « C'est un échange, de la nourriture contre une conversation. C'est tout. » L'homme regarda Arthur. « Je lui ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. » Son mépris était palpable. Il voyait Arthur, même en vêtements simples, et il voyait l'ennemi, le pouvoir, l'arrogance. La situation était dans une impasse. La gentillesse d'Hélène avait ouvert une fissure, mais la présence d'Arthur la maintenait presque fermée. C'est alors que Léo agit. Lui, qui connaissait les règles de ce monde mieux que quiconque, savait que la logique ne fonctionnerait pas. Seul le chaos. D'un mouvement qui parut accidentel, il trébucha. Le sac de pain qu'il tenait vola de ses mains, mais ce ne fut pas cela qui créa la diversion. En tombant, il percuta une pile instable de boîtes de conserve et de morceaux de métal entassés près d'une ruelle. La structure s'effondra avec un fracas assourdissant, un bruit de métal heurtant le béton qui résonna dans la rue comme un coup de feu. Pendant une seconde, tout le monde se figea, puis, instinctivement, tous les regards, y compris celui de l'homme à la cicatrice, se tournèrent dans la direction du bruit. Ce fut une fenêtre de 2 secondes, peut-être 3. « Arthur, maintenant !» murmura Hélène avec une urgence féroce. Elle le tira par le bras, contournant le chef distrait. Ils plongèrent par la porte en métal rouillé, entrant dans l'obscurité de l'immeuble. Ils étaient à l'intérieur, mais le son qu'ils entendirent ensuite fit glacer le sang d'Arthur. C'était la voix de l'homme à la cicatrice, non plus contenue, mais explosant de fureur. « Espèce de petit crétin, regarde ce que tu as fait !» Ils entendirent le bruit de quelque chose qu'on agrippe, le cri effrayé de Léo. Ils avaient réussi.
Ils avaient franchi la première ligne de défense, mais le prix était le sacrifice de leur guide. Ils étaient seuls dans l'obscurité, et le garçon qui les avait menés jusqu'ici était dehors, payant pour sa loyauté. La victoire avait le goût amer de la culpabilité. La culpabilité fut un coup physique. À l'instant où la porte se referma, les séparant du monde extérieur, l'instinct d'Arthur lui hurla de revenir. Il se retourna, la main déjà sur le métal rouillé, prêt à arracher la porte de ses gonds et à affronter quiconque faisait du mal à Léo. Une main ferme agrippa son bras. « Non !» dit Hélène, la voix un murmure féroce dans l'obscurité. « Si tu y retournes, son sacrifice aura été vain. Ils l'ont attrapé, Hélène. Ce n'est qu'un enfant. » Je sais. Et il a fait ça pour nous. Pour elle. On ne peut pas gâcher ça. Ses yeux brillaient dans la pénombre, un mélange de douleur et de détermination d'acier. Elle avait raison. La logique froide de la situation était indéniable, mais le cœur d'Arthur se rebellait. Laisser un garçon derrière allait à l'encontre de tout ce qu'il commençait à devenir. Mais il regarda le couloir sombre devant lui, un tunnel de décadence et de mystère, et il sut qu'elle avait raison. Ils ravalèrent leur culpabilité et continuèrent. L'intérieur du bâtiment était un labyrinthe de couloirs silencieux et de portes closes. L'air était lourd, sentant la poussière, l'humidité et le désespoir de vie vécue à la limite. Ils se déplaçaient comme des fantômes, leurs pas faisant le moins de bruit possible sur le sol jonché de débris. Chaque porte était une possibilité, une terreur. Arthur, avec sa force nouvellement découverte et canalisée, les ouvrait d'une poussée calculée, tandis qu'Hélène jetait un œil à l'intérieur. Ce qu'il trouvait était une mosaïque de la misère humaine. Des pièces avec des matelas déchirés au sol, des boîtes de conserve vides, de vieux vêtements entassés dans les coins. Dans l'une d'elles, une vieille dame dormait sur une chaise, la bouche ouverte, inconsciente de leur présence. Dans une autre, un jeune homme les fixa de ses yeux vides et injectés de sang, sans un mot. Il refermait doucement la porte et continuait. Aucun signe de Clara. Étage par étage, couloir par couloir, l'espoir commençait à s'évanouir, remplacé par un désespoir froid. L'immeuble ressemblait à une tombe, et ils n'étaient que des profanateurs à la recherche d'un fantôme. Peut-être qu'il s'est trompé, murmura Arthur, la voix rauque de tension lorsqu'ils atteignirent le 4e étage. Peut-être qu'elle n'est plus là. Il ne s'est pas trompé, répondit Hélène, la foi dans sa voix étant la seule chose qui les faisait avancer. Continue à chercher. Ce fut Hélène qui le vit. Tandis qu'Arthur se concentrait sur les portes, sur la prochaine menace, elle regardait le sol, les murs. Ses yeux, des yeux de mère, cherchèrent des détails qu'un homme comme Arthur ne remarquerait jamais. Près d'un escalier menant au dernier étage, elle s'arrêta. « Arthur, regarde !» Elle montra le mur. Griffonné au fusain, presque invisible sur le mur sale, il y avait un dessin. C'était un soleil maladroit, avec des rayons tordus et un visage souriant. Arthur ne comprit pas. « C'est juste un dessin ?»« Non, » dit Hélène, la voix étranglée. « C'est notre soleil. Tu te souviens ? Quand elle était petite, elle n'arrivait pas à dessiner des cercles. Ses soleils ressemblaient toujours à une pomme de terre écrasée, et elle mettait toujours une fossette sur le sourire. Elle traça le contour du dessin avec son doigt. Il était identique à ceux qui couvraient la porte du frigo dans leur ancienne maison. Une signature, un message. Clara était passée par là. Le dessin les guida jusqu'au dernier étage, un endroit encore plus sombre et silencieux. Il semblait inhabité. La majeure partie du couloir était bloquée par un amoncellement de vieux meubles et de détritus, comme si quelqu'un avait voulu isoler cette partie du bâtiment. Derrière la barricade, il y avait une seule porte. Elle était différente des autres, faite d'un métal plus épais et avec un lourd cadenas. « Elle est là », dit Arthur. La certitude dans sa voix était absolue. Cette fois, il n'y avait aucune douceur dans son mouvement. Il se jeta contre la barricade, l'adrénaline lui donnant une force surhumaine. Le vieux bois craqua et se brisa. Il jeta les débris de côté, se frayant un chemin. Le cadenas était le prochain défi. Il tira, grognant, les muscles de son dos se contractant. Le métal gémit en signe de protestation et, avec un claquement sec, le verrou céda.
Il ouvrit la porte. La pièce était petite, presque une cellule. Il y avait un matelas au sol, un seau dans un coin et rien d'autre. C'était vide. Le silence qui suivit fut le pire de tous. L'espoir, qui était monté si haut, s'effondra. Ils étaient arrivés trop tard. Hélène entra lentement dans la pièce, le visage un masque de douleur. Arthur resta sur le seuil, vaincu, mais Hélène ne s'arrêta pas. Elle s'agenouilla à côté du matelas, passant la main sur le tissu fin. Et puis, elle la vit. Coincé entre le matelas et le mur, il y avait un petit morceau de papier carré, une photo. Elle la prit avec des mains tremblantes. « Arthur !» Il s'approcha, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Hélène tourna la photo vers lui. C'était Clara. Son visage était plus mince, plus vieux, ses yeux écarquillés de terreur, ses cheveux blonds, maintenant longs et sans vie, tombaient sur ses épaules. Mais c'était elle, indubitablement elle. Dans ses mains, elle tenait un journal plié, le gros titre visible. Arthur se pencha, ses yeux se concentrant sur la date imprimée en haut du journal. Elle datait de la veille. La preuve irréfutable qu'elle était vivante et qu'elle avait été dans cette même pièce moins de 24 heures auparavant. Une vague de soulagement et d'horreur les frappa simultanément. Soulagement de savoir qu'ils n'étaient pas fous. Horreur à l'image de leur fille, une prisonnière terrorisée. Ils n'avaient pas trouvé Clara, mais ils avaient trouvé quelque chose de plus important. Ils avaient trouvé la vérité, ensemble, la femme qui voyait les détails et l'homme qui défonçait les portes. La première vraie victoire était la leur, et elle avait la forme d'un petit polaroid. Ils restèrent immobiles au milieu de la cellule froide, le petit polaroid passant d'une main tremblante à l'autre. C'était un totem sacré, la preuve qu'ils ne chassaient pas un fantôme. Le visage de Clara, déformé par la peur, était l'image la plus horrible et en même temps la plus porteuse d'espoir qu'Arthur ait vue en 5 ans. Le soulagement initial, cependant, fut rapidement consumé par une nouvelle vague d'urgence. Elle était là, hier. Où est-elle maintenant? Cette pensée poussa Arthur à l'action. L'impuissance fit place à une fureur concentrée. Il commença à fouiller la pièce avec une énergie sauvage, donnant un coup de pied dans le seau, qui roula avec un bruit creux, retournant le matelas fin et sale, frappant les murs comme s'il pouvait les forcer à révéler leurs secrets. « Arthur, arrête !» cria Hélène en lui attrapant le bras. « Tu ne trouveras rien comme ça. Réfléchis. » Mais il ne pouvait pas réfléchir. Il ne pouvait que ressentir. La proximité de sa fille, le sentiment qu'elle lui avait échappé entre les doigts à quelques heures près, était une torture. Hélène, en revanche, canalisa sa douleur dans l'observation. Tandis qu'Arthur se déplaçait dans le chaos, elle s'agenouilla là où se trouvait le matelas. Ses doigts tracèrent le contour poussiéreux sur le sol. Elle passa la main sous le bord d'une lame de plancher lâche que, dans sa fureur, il n'avait pas remarqué. Ses doigts rencontrèrent du papier. Elle tira une petite liasse de feuilles pliées. C'étaient d'autres dessins, mais ceux-ci étaient différents du soleil en forme de pommes de terre. Ils étaient sombres, faits de traits de fusain agressifs. Des silhouettes grandes et sans visage planant au-dessus d'une silhouette plus petite. Une maison qui ressemblait à une cage, et sur presque tous, répété comme un mantra, il y avait un symbole. Un cercle avec un éclair le traversant en son milieu. Arthur s'arrêta, le souffle court, et regarda par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas, » dit Hélène en feuilletant les dessins, le cœur serré. La douleur et la peur dans chaque trait étaient palpables. C'était l'esprit de sa fille, exposé sur du papier. C'est sur le dernier dessin que le symbole apparut différemment. Il était sur la poitrine d'une des grandes silhouettes menaçantes. Et à côté, une seule lettre, un R. Hélène eut le souffle coupé. Le sang quitta son visage. « Mon Dieu !»« Quoi, Hélène? Qu'est-ce que c'est ?» pressa Arthur en s'agenouillant à côté d'elle. « L'éclair !» murmura-t-elle, son doigt tremblant en pointant le symbole. « Le projet Iker !» Le nom frappa Arthur comme un éclair de vérité. « Projet Icar !» Une entreprise ambitieuse et ratée de sa société, des années auparavant. Une tentative de créer une nouvelle technologie énergétique qui avait consumé des millions avant d'imploser de façon spectaculaire. Il avait enfoui ce souvenir sous des couches de succès ultérieurs, et la lettre R,
ne pouvait signifier qu'une seule personne, Richard Garnier, le chef de projet, un ingénieur brillant mais instable qui avait misé toute sa carrière sur Icare. La scène revint à l'esprit d'Arthur avec une clarté brutale. Son bureau, pas l'actuel, mais un plus ancien. Richard se tenait devant son bureau, le visage pâle de choc, les épaules affaissées. Arthur venait de le licencier, pas avec gentillesse ou respect. Il l'avait humilié, il avait qualifié le projet de fantasme d'enfant et Richard de rêveur incompétent qui a coûté une fortune à cette entreprise. « J'ai tout donné pour ce projet », avait dit Richard d'un filet de voix. « Ma maison, mes économies, ma famille. » « C'est votre problème », avait répondu froidement Arthur, composant déjà le numéro de son prochain rendez-vous. « Vous avez échoué. Prenez vos affaires et partez. » C'est alors que quelque chose en Richard s'était brisé. Il s'était redressé et le désespoir dans ses yeux avait été remplacé par un feu froid et haineux. Il avait regardé une photo sur le bureau d'Arthur, une photo de Clara, souriant dans sa robe jaune. « Vous êtes assis là, sur votre trône, à détruire des vies d'un mot », avait sifflé Richard, la voix pleine d'un venin qu'Arthur, dans son arrogance, n'avait pas pris au sérieux. « Vous allez apprendre. Vous allez perdre tout ce que vous aimez, Arthur. Comme moi j'ai perdu, je vais tout vous prendre, et vous ne saurez même pas d'où vient le coup. » Arthur avait ri et appelé la sécurité, une menace vide d'un homme brisé. C'est ce qu'il pensait. Maintenant, dans cette cellule froide, la menace de Richard résonnait non pas comme un souvenir, mais comme une prophétie accomplie. Ce n'était pas un enlèvement aléatoire pour de l'argent. C'était une vengeance de 5 ans, méticuleusement planifiée et exécutée, avec une cruauté inimaginable. Il ne voulait pas l'argent d'Arthur, il voulait son âme. Il voulait qu'Arthur ressente la même douleur, la même perte, le même vide que lui. Richard. Arthur prononça le nom à voix haute, et le son emplit la pièce d'une nouvelle dimension de terreur. Il se leva, l'esprit travaillant à toute vitesse, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une rapidité vertigineuse. « Où, Arthur ?» demanda Hélène en se levant aussi, les dessins froissés à la main. « Où l'emmènerait-il » Arthur ferma les yeux, se forçant à se souvenir. Le projet Icare. Où se trouvait le site? Pas dans le centre-ville. C'était un endroit isolé pour éviter l'espionnage industriel. Une série de hangars. Des hangars industriels abandonnés près de l'ancienne gare de triage. Un endroit oublié de Dieu et du reste de la ville. Un endroit parfait pour cacher quelqu'un. Il ouvrit les yeux. La peur et la culpabilité étaient toujours là, mais il y avait maintenant autre chose. Une cible, un ennemi avec un visage et un nom. La quête aveugle était terminée. La chasse allait commencer. « Je sais où il est », dit Arthur, la voix dure comme la pierre. Le trajet jusqu'à la gare de triage se fit dans un silence pesant. La ville vibrante laissa place à un paysage de rouille et de décadence. Des squelettes de wagons gisaient sur les voies mortes, couverts de graffitis et de mauvaises herbes. Des cheminées de briques s'élevaient contre le ciel gris comme des pierres tombales d'une ère industrielle oubliée. C'était le cimetière des rêves d'Arthur, l'endroit où le projet Icare était mort. Et maintenant, c'était l'endroit où il espérait trouver sa fille. Il conduisait la voiture d'Hélène, un véhicule anonyme qui n'attirait pas l'attention. Chaque mètre parcouru augmentait la tension dans l'habitacle. Hélène serrait les dessins de Clara si fort que ses doigts étaient blancs. Arthur gardait les yeux fixés sur la route, mais son esprit était dans le passé, revivant l'humiliation de Richard, l'arrogance de ses propres mots. Il n'avait pas seulement licencié un homme, il avait créé un monstre. Et pendant 5 ans, ce monstre s'était nourri de sa haine avec sa fille comme otage. « C'est là », dit-il, la voix rauque. Un ensemble de hangars en métal se détachait dans le paysage, entouré d'une clôture en fil de fer barbelé affaissé en plusieurs points. Un grand portail en fer, avec le symbole de l'éclair du projet Icare, presque effacé par la rouille, bloquait l'entrée principale. Arthur ne s'arrêta pas. Il accéléra et la modeste voiture percuta le portail avec un fracas métallique. Le vieux fer céda. Ils étaient à l'intérieur. Il arrêta la voiture et le silence qui suivit fut assourdissant.
Ils sortirent, l'air froid leur cinglant le visage. L'endroit était vaste et désolé. La plupart des hangars avaient leurs portes ouvertes, révélant des intérieurs vides et sombres, mais l'un d'eux, le plus grand, au centre du complexe, était fermé. Une unique faible lumière brillait à travers une fenêtre sale en hauteur. « C'est là », dit Hélène, d'une voix murmurée. Ils s'approchèrent, leurs pieds écrasant le gravier. La porte principale était une feuille de tôle ondulée, verrouillée par une grosse chaîne. Arthur ne chercha pas de clé. Il regarda autour de lui, trouva un morceau de tuyau en fer sur le sol et l'utilisa comme levier. Il força, les muscles de ses bras et de son dos se contractant, un grognement d'effort et de rage s'échappant de ses lèvres. Avec un claquement sec, l'un des maillons de la chaîne se rompit. Il jeta le tuyau et fit glisser la lourde porte, ouvrant une fente sombre. L'intérieur était caverneux. Le haut plafond se perdait dans l'ombre, et la lumière qui entrait par la fente et la fenêtre sale éclairait à peine l'espace. Des piles de caisses en bois et de vieilles machines couvertes de bâches créaient une forêt d'ombre. Et au centre de tout, dans un cercle de lumière provenant d'une lampe industrielle suspendue, un homme était assis sur une simple chaise en bois. C'était Richard. Il n'avait pas l'air surpris. Il les attendait. Il était plus mince que dans le souvenir d'Arthur, et ses cheveux étaient grisonnants sur les tempes, mais ses yeux brillaient d'une intelligence fébrile et d'un calme terrifiant. Il n'était plus l'homme brisé et suppliant. Il était le maître de ce domaine. « Arthur, » dit Richard, sa voix calme résonnant dans le vaste espace, « je savais que tu viendrais, ça a pris plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais l'intelligence n'a jamais été ton fort, n'est-ce pas? Toujours la force brute. » Arthur fit un pas en avant, le corps tendu comme un ressort. « C'est fini, Richard. Rends-la-moi. » Richard sourit, un sourire fin et sans humour. « Te la rendre ? Comme si c'était un objet que tu avais perdu, un portefeuille, les clés de la voiture. » Il se leva lentement, les mains dans les poches. « Tu n'as rien appris, n'est-ce pas? Même après tout ça. »« Combien tu veux ?» cracha Arthur, recourant au seul langage qu'il comprenait vraiment. « Ma fortune, elle est à toi. Chaque centime. Dis-moi juste ce que tu veux. » Richard éclata de rire, un rire sincère qui glaça le sang d'Arthur. « Ton argent est une insulte. C'est l'outil que tu as utilisé pour me détruire, pour m'humilier devant mes collègues, pour tout me prendre. Tu crois que je veux de cette saleté? Non, Arthur, je ne veux rien de toi. Je veux tout pour toi. Je veux que tu sentes ce que j'ai senti. Le vide, l'impuissance, la sensation d'avoir la seule chose qui compte au monde, arrachée par un Dieu arrogant et indifférent. » Il se mit à marcher en cercle lent autour de la chaise, comme un professeur donnant une conférence. Ça m'a pris 5 ans pour construire ça, pour créer le scénario parfait de ta chute. Je t'ai observé, je t'ai vu te noyer dans le whisky et la culpabilité. J'ai vu ton mariage s'effondrer, j'ai vu ton empire commencer à se fissurer, et c'était délicieux. Mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin que tu arrives jusqu'ici. J'avais besoin que tu aies de l'espoir. L'espoir est l'ingrédient clé. C'est ce qui rend la douleur vraiment insupportable. « Espèce de monstre !» murmura Hélène, l'horreur peinte sur son visage. Richard se tourna vers elle, une lueur de fausse sympathie dans les yeux. « Hélène, pour vous, je suis navré. Vous n'étiez qu'un dommage collatéral. Mais lui, il devait apprendre. » « Où est-elle, Richard ?» cria Arthur, la voix brisée. « Montre-moi ma fille. »« Ta fille ?» s'arrêta Richard, le sourire disparaissant. « Elle n'est plus ta fille depuis longtemps. Tu l'as abandonnée dans un parc pour passer un coup de fil. Tu l'as échangée contre 5% de plus sur une affaire quelconque. Moi, je l'ai trouvée. Je l'ai sauvée. Je l'ai élevée. Je l'ai protégé du monstre qu'il avait laissé derrière. » Il se tourna vers l'obscurité au fond du hangar. Sa voix changea, devenant douce et paternelle. « Clara, ma chérie, tu peux venir. Nous avons de la visite. » Le cœur d'Arthur s'arrêta. Il se tourna, ses yeux scrutant les ombres. Une silhouette émergea lentement. Ce n'était pas la fillette de 5 ans de ses souvenirs. C'était une adolescente, mince et pâle, avec de longs cheveux blonds. Elle portait une robe simple et était pieds nus. Mais elle n'était pas attachée.
Il n'y avait aucun signe de violence. Elle s'avança dans la lumière et se tint à côté de Richard, regardant Arthur. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, pas de reconnaissance. Il y avait seulement une haine froide et profonde. « Bonjour, papa », dit-elle, le mot sonnant comme un poison. Arthur sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il fit un pas vers elle, la main tendue. « Clara, reste loin de lui !» cria-t-elle, reculant derrière Richard qui passa un bras protecteur autour d'elle. « Tu n'as pas le droit de dire mon nom. Il m'a tout raconté. Comment tu m'as laissé? Comment tu ne t'es jamais soucié de moi? Il m'a sauvé de toi. C'est lui mon père, pas toi !» Chaque mot était un clou dans son cercueil. Arthur regarda son visage, cherchant la moindre trace de sa petite fille, le moindre signe qu'elle mentait, qu'elle était forcée. Mais il ne trouva rien. Seulement la conviction terrible d'une vérité qui avait été martelée dans son esprit pendant 5 ans. Il tomba à genoux, le tuyau de fer, la porte défoncée, la fureur. Tout s'évanouit, le laissant comme une coquille vide sur le sol sale du hangar. Il n'avait pas seulement été volé, il avait été remplacé. C'était la vengeance de Richard. Ce n'était pas la mort, c'était quelque chose d'infiniment pire. C'était l'annihilation complète de ce qu'il était. Il leva les yeux et vit Richard lui sourire, un sourire de triomphe absolu. La fausse défaite était un mensonge, c'était la vraie défaite, finale et insurmontable. Le sourire de Richard était l'image de l'enfer. Arthur, à genoux sur le sol froid, ne pouvait détacher son regard. Le son dans ses oreilles n'était pas l'écho du hangar, mais le rugissement de son propre monde s'effondrant. Chaque mot de haine de Clara était une brique en moins à ses fondations, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un puits de culpabilité. Il avait perdu, d'une manière si complète, si absolue, que la mort aurait été une miséricorde. Il n'avait pas seulement perdu sa fille, il l'avait transformée en une arme pointée sur son propre cœur. Hélène observait la scène, paralysée par l'horreur. Elle voyait l'homme qu'elle avait aimé et haï, brisé sur le sol. Elle voyait le visage de sa fille, un miroir déformé de traits familiers, maintenant rempli d'un venin qui n'était pas le sien. Et elle voyait Richard, le chef d'orchestre de cette symphonie de douleur, savourant chaque note. Un instant, le désespoir menaça de l'engloutir aussi. Mais ensuite, elle regarda Clara, pas l'adolescente pleine de haine, mais l'enfant derrière ses yeux. L'enfant qu'elle avait bercé, à qui elle avait appris à lire, dont elle avait pris la fièvre au milieu de la nuit. Et la douleur se transforma en fureur, une fureur froide et silencieuse. Elle s'avança, ignorant complètement l'homme à genoux et l'homme triomphant. Son attention était un laser, pointé uniquement sur la jeune fille. « Clara !» dit-elle, la voix étonnamment calme. Richard rit. « Il est trop tard pour ça, Hélène. Le lavage de cerveau a été un succès. Si vous me permettez cette modestie. » Hélène ne lui prêta aucune attention. « Clara, est-ce que tu te souviens de l'odeur de ta couverture jaune, celle qu'on appelait Petit Soleil? Elle sentait la vanille et un peu la terre, parce que tu la traînais toujours dans le jardin. » Clara vacilla. Ses yeux clignèrent. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle, mais sa voix n'avait pas la même conviction qu'auparavant. « Il m'a dit que tu m'avais jeté. »« Je ne t'ai jamais jeté, » continua Hélène, faisant un autre pas. « Je t'ai cherché chaque jour. Chaque nuit, j'allais dans ta chambre, juste pour sentir ton odeur sur l'oreiller. Tu te souviens des nuits d'orage? Tu avais si peur du tonnerre. Je te prenais dans mes bras et je chantais cette chanson idiote sur la grenouille qui ne voulait pas se laver les pieds. Tu riais toujours au moment où la grenouille avait les pieds qui puaient. » Une larme solitaire coula sur la joue de Clara. Elle l'essuya avec colère. « Arrête! Il a dit que tu t'en fichais. »« Il ment, » dit Hélène, la voix ferme. « Il ment surtout. Est-ce qu'il t'a donné ton gâteau au chocolat préféré pour ton dernier anniversaire ?» La question prit Clara par surprise. « Oui, il l'a fait, avec des vermicelles de couleur. »« Faux, » dit Hélène, le cœur serré. « Ton gâteau préféré était à la carotte avec un glaçage au chocolat. Tu détestais les vermicelles. Tu disais que ça ressemblait à des insectes colorés. » L'armure de Clara se fissurait. Les souvenirs, enfouis sous 5 ans de mensonges,
commençait à refaire surface. Elle regarda Richard, une question silencieuse dans les yeux. Le calme de Richard commença à se dissiper. Il n'avait pas prévu ça. Il s'était concentré sur la destruction d'Arthur, sur la peinture d'un tableau d'abandon. Il ne s'était pas soucié des petits détails inutiles d'une vie qu'il avait volée. « Elle essaie de t'embrouiller, ma chérie », dit-il, la voix un peu plus forte. « C'est une menteuse. » C'est à ce moment qu'un son vint de l'entrée du hangar. Un bruit de pas traînant sur le gravier. Une petite silhouette apparut dans la fente de lumière. C'était Léo. Son visage était égratigné et il avait une coupure au front, mais ses yeux étaient fixés sur Clara, remplis d'une détermination féroce. Dans sa main, il tenait quelque chose de petit. Arthur le vit et sentit une vague de honte et de gratitude. Le garçon était revenu. Il ne les avait pas abandonnés. Richard se tourna, irrité par l'interruption. « Qu'est-ce que c'est encore que ça? Dégage d'ici, espèce de rat !» Mais Léo ne le regarda pas. Il fit quelques pas dans le hangar, la main tendue vers Clara. « Tu as oublié ça ?» dit-il, la voix basse mais claire. Dans la paume de sa main se trouvait un petit oiseau en bois, grossièrement sculpté, les ailes déployées. Clara regarda l'oiseau et l'air quitta ses poumons, comme si elle avait reçu un coup de poing. Elle se souvenait. 2 semaines plus tôt, elle avait trouvé un morceau de bois tendre et, avec un éclat de verre, avait passé des heures à le sculpter, un souvenir fantôme d'un cours d'art plastique dont elle se souvenait à peine. Léo tremblait de froid près du viaduc. Elle s'était approchée et, sans un mot, avait placé l'oiseau dans sa main. « Pour te porter chance », avait-elle murmuré. C'était un acte qui n'appartenait qu'à elle. Un acte de gentillesse qui ne cadrait pas avec l'histoire de Richard. Elle n'était pas la fille d'un monstre. Elle était une fille qui donnait des oiseaux porte-bonheur aux garçons qui avaient froid. Ce petit objet en bois démolit 5 années de mensonges. La vérité la frappa avec la force d'une vague. Elle se tourna vers Richard et la haine dans ses yeux avait disparu, remplacée par une horreur croissante. « Tu m'as menti », murmura-t-elle, la voix pleine d'une douleur nouvelle et plus profonde. Le sourire de Richard disparut complètement. Son visage se tordit en un masque de panique et de fureur. Son projet, son chef-d'œuvre de vengeance, se défaisait sous ses yeux. « Non !» cria-t-il, le calme se brisant en 1000 morceaux. « Il t'a abandonné, je t'ai sauvé !» Il fit un pas vers elle, la main tendue, non avec tendresse, mais comme un propriétaire essayant de saisir un bien qui lui échappait. « Tu es à moi, c'est moi qui t'ai créé !» En voyant la main de Richard se diriger vers Clara, quelque chose à l'intérieur d'Arthur se ralluma. Le père protecteur, enfoui sous des montagnes de culpabilité, explosa avec une force primale. Il se releva du sol, d'un seul mouvement fluide, non plus un homme brisé, mais un prédateur. Il franchit la distance qui les séparait en 3 grandes enjambées, arrivant un instant avant que Richard ne touche Clara. Il saisit le poignet de Richard, la main qui signait autrefois des chèques était maintenant un étau d'acier. Le craquement de l'os fut sec et fort dans le silence du hangar. Richard hurla, un son aigu de douleur et de surprise. Arthur ne s'arrêta pas. Il le repoussa avec une force qui le fit trébucher et tomber sur une pile de vieilles caisses qui se brisèrent sous l'impact. Richard resta au sol, berçant son poignet cassé, le visage un mélange de douleur et d'incrédulité. Le marionnettiste était devenu une poupée cassée. Arthur se tenait au-dessus de lui, haletant, la poitrine soulevée. Mais ses yeux n'étaient pas sur Richard, ils étaient sur Clara. Il se tourna lentement. Elle le fixait, le visage baigné de larmes, la confusion et la douleur de la trahison estampées sur son visage. Hélène courut à ses côtés, l'enlaçant dans une étreinte qui avait 5 ans de retard. Clara s'enfuit dans l'épaule de sa mère, les sanglots secouant son petit corps. Arthur resta immobile à quelques mètres de distance, leur laissant de l'espace. Il n'avait pas le droit d'entrer dans ce cercle. Pas encore. Il regarda Léo, qui était toujours près de la porte, l'oiseau en bois à la main. Le garçon le regarda en retour, et dans ses yeux, Arthur vit un hochement de tête presque imperceptible. Le paroxysme était terminé. Le méchant était vaincu. Mais la vraie bataille, la reconstruction d'une famille à partir des ruines, ne faisait que commencer.
Le son des sirènes, lointain au début, grandit jusqu'à devenir une plainte qui remplit le hangar, officialisant la fin du cauchemar. La police, finalement alertée par un appel anonyme d'Hélène, envahit les lieux avec une efficacité qui avait 5 ans de retard. Richard ne résista pas. Il se laissa menotter, le visage vide, le chef-d'œuvre de sa vie en ruine autour de lui. En passant devant Arthur, il s'arrêta un instant, et un dernier vestige de son ancien moi brilla dans ses yeux. « Tu n'as pas encore gagné, » murmura-t-il, la voix un faible poison. « Les ruines que j'ai construites en elles sont éternelles. » Puis il disparut, avalé par la nuit et la justice. Mais ses paroles restèrent. Une malédiction dans l'air. Le retour à la maison d'Hélène fut une torture silencieuse. Les 4, maintenant une unité fracturée et bizarre, étaient assis dans la petite voiture, chacun sur sa propre île de douleur. Arthur conduisait, les mains fermes sur le volant, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Il regardait Clara dans le rétroviseur. Elle était recroquevillée sur la banquette arrière, le plus loin possible de lui, le visage tourné vers la fenêtre, observant les lumières de la ville passer comme si elles appartenaient à une planète étrangère. Hélène était à côté d'elle, la main planant à quelques centimètres, voulant toucher, mais craignant de briser le fragile sortilège qui les maintenait ensemble. Et Léo, sur le siège avant, était silencieux comme une statue, l'observateur muet d'un drame qu'il avait aidé à résoudre mais dont il ne faisait pas partie. Ils arrivèrent chez Hélène, un sanctuaire qui semblait maintenant trop petit pour contenir l'énormité de leurs émotions. Clara entra la première, traînant les pieds. Elle s'arrêta dans le salon, regardant les meubles, les photographies sur le mur, le visage souriant d'une fillette qu'elle ne connaissait plus. « Ta chambre est là-haut », dit Hélène, la voix douce. « Nous l'avons gardée. » Elle ne put finir sa phrase. Il l'avait gardée comme un musée. Clara monta les escaliers sans un mot. Ils entendirent la porte de la chambre se fermer. Pas avec un claquement, mais avec un clic doux et définitif. Une barrière. Arthur resta planté au milieu du salon, les mains ballantes. Il était un étranger dans cette maison, un fantôme du passé et l'architecte de la douleur présente. Il regarda Léo, qui semblait encore plus perdu à l'intérieur, sous les lumières chaudes que dans la rue. Le garçon était sale, blessé et épuisé. Et pour la première fois, Arthur agit sans penser à lui-même, sans être mu par la culpabilité de Clara. Il agit par pure et simple compassion. Il alla à la cuisine, prit un linge propre, l'humidifia sous le robinet et revint. Il s'agenouilla devant Léo, qui recula instinctivement. « Tout va bien, » dit Arthur, la voix basse. « Je veux juste nettoyer ça. » Avec une délicatesse qu'il ne se connaissait pas, il nettoya la coupure sur le front du garçon. Puis, il retourna à la cuisine et revint avec un verre de lait et un sandwich. Il ne dit pas « mange ». Il posa simplement l'assiette sur une petite table à côté de Léo et s'assit dans un fauteuil distant, veillant, laissant de l'espace. C'était son premier acte de réparation, un petit geste qui ne réparait rien, mais qui reconnaissait une dette. À l'étage, Hélène était assise par terre dans le couloir, le dos contre la porte fermée de la chambre de Clara. Elle ne frappa pas, n'appela pas. Elle resta juste là, offrant sa présence silencieuse. Après un long moment, elle se mit à fredonner. La mélodie idiote de la grenouille. Sa voix était faible, brisée par l'émotion, mais c'était un son de chez soi. Un son d'avant la tempête. Dans la chambre, Clara entendit. Elle était assise sur le lit, regardant les murs couverts d'un papier peint avec des étoiles qui brillaient dans le noir. Elle ne s'en souvenait pas, mais la mélodie ouvrit une petite fissure dans son cœur endurci. 1 heure passa. La porte ne s'ouvrit pas, mais le silence de l'autre côté n'était plus de la colère. Il était d'écoute. Plus tard, alors que la maison était plongée dans la quiétude de la nuit, la porte s'ouvrit. Mais ce ne fut pas Hélène que Clara chercha. Elle descendit les escaliers et vit Léo, endormi dans le fauteuil couvert d'une couverture qu'Arthur avait trouvée. Elle alla à la cuisine, prit un verre d'eau et un biscuit dans la boîte sur le comptoir. Elle revint et toucha doucement l'épaule de Léo. Il se réveilla en sursaut. Elle lui tendit le biscuit.
Tu dois avoir faim, murmura-t-elle. Léo prit le biscuit, et ils restèrent là, en silence, à manger. Deux enfants de mondes différents, unis par un traumatisme partagé. Ce fut le premier pas de Clara vers la vie, non pas vers les parents qui l'avaient blessée, mais vers le seul ami qu'elle s'était fait pendant sa captivité. Arthur et Hélène observèrent la scène depuis le seuil de la cuisine. Invisible. Voir ce petit acte de connexion leur donna la première étincelle d'espoir réel. Quand les enfants s'endormirent enfin, Léo sur le canapé, Clara dans son lit d'étoiles, les deux adultes s'assirent à la table de la cuisine. La tasse de café d'Hélène était froide. « Je ne sais pas comment faire, Arthur, » avoua-t-elle d'un filet de voix. « Je ne sais pas comment faire revenir ma fille. »« Nous trouverons, » dit-il. Ce n'était pas une promesse en l'air, c'était une déclaration d'intention. Je vais tout régler, mes affaires, je vendrai tout s'il le faut, et Léo, il ne peut pas retourner à la rue. Il est de notre responsabilité maintenant. » Hélène le regarda, et pour la première fois depuis des années, elle vit l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui existait avant l'Empire. « Oui, dit-elle, il l'est. Il n'y avait pas de pardon dans l'air, pas d'étreinte. Juste la reconnaissance partagée d'une montagne qu'ils devraient gravir ensemble, un pas à la fois. Le lendemain matin naquit, gris et calme. Arthur fit du café. Hélène coupa des fruits. Léo se réveilla et s'assit à table. Et puis, Clara descendit. Elle s'arrêta à l'entrée de la cuisine, hésitante. Ses yeux passèrent sur Hélène, sur Arthur, et se posèrent sur Léo. Elle s'assit à côté de lui. Personne ne savait quoi dire. Le silence était lourd de mots non dits. Alors, Arthur poussa une petite assiette avec une tranche de pomme vers Clara. Leurs doigts se touchèrent une fraction de seconde. Elle ne recula pas. Elle prit la pomme. C'était un début. 1 an plus tard. Le soleil du samedi après-midi était chaud et doré, filtrant à travers les feuilles des arbres et peignant des taches de lumière sur l'herbe verte et bien entretenue. Le son était celui des rires. Les rires d'autres familles, l'aboiement lointain d'un chien, le bourdonnement paresseux des abeilles dans les fleurs sauvages, et pour la première fois depuis très longtemps, leur propre rire. Ils étaient dans le même parc. L'endroit qui, pendant 6 ans, avait été un monument à la douleur d'Arthur, un trou noir dans sa mémoire, n'était plus qu'un parc, un lieu d'herbe et d'arbres. Il était assis sur une grande nappe à carreaux, le dos appuyé contre le tronc d'un chêne. Il ne portait pas de costume, il portait un simple t-shirt et un jean. Et dans ses mains, il n'y avait pas de téléphone, mais un sandwich à moitié mangé. Ses yeux observaient la scène devant lui. Hélène était pieds nus, les cheveux relevés en un chignon lâche, et elle riait, un son ouvert et libre qu'Arthur n'avait pas entendu depuis une décennie. Elle essayait d'apprendre à Clara, maintenant une jeune fille de 11 ans, au visage enfin libéré des ombres, à faire une couronne de marguerite. Les mains de Clara, encore un peu maladroites, essayaient de tresser les tiges, et elle se plaignait avec une frustration enjouée qui était parfaitement normale, merveilleusement adolescente. À quelques mètres de là, Léo, maintenant les cheveux coupés et portant un maillot de foot, essayait de pousser une petite voiture avec son pied, concentré. Il n'était plus un observateur silencieux. Il appartenait à cet endroit, à cette scène. Il regarda Arthur et sourit, un sourire facile et plein de confiance. Arthur lui rendit son sourire. Cette année-là, il avait appris le langage du silence, l'importance d'être simplement présent. Il avait appris que la guérison ne se produisait pas par de grands gestes dramatiques, mais par les petits rituels du quotidien. Elle se produisait en préparant le petit déjeuner, en aidant Léo avec ses devoirs, en s'asseyant devant la porte de la chambre de Clara, juste pour qu'elle sache qu'il était là, même quand elle ne voulait pas parler. Elle se produisait en écoutant Hélène, en l'écoutant vraiment, et en s'excusant non seulement avec des mots, mais avec des actes. Il avait vendu la majeure partie de son entreprise, troquant le stress des milliards contre la complexité d'une vie de famille. Il n'était plus un roi, il n'était qu'un homme. Clara réussit enfin sa couronne de fleurs et, dans un geste spontané, courut vers Arthur et la posa sur sa tête. Il ne protesta pas. Il sourit simplement et l'attira dans une étreinte maladroite. Elle résista une seconde, puis se détendit dans ses bras, l'odeur de l'herbe et du soleil dans ses cheveux. Hélène les observait, les yeux brillants,
La famille qu'il formait maintenant n'était pas la même qu'avant. C'était quelque chose de nouveau, forgé dans le feu, avec des cicatrices visibles et invisibles, mais c'était plus fort, plus réel. Il avait perdu une fille à cause de son orgueil, mais il avait trouvé toute une famille dans son humilité.